Bonjour Twitch, bonjour YouTube, bienvenue dans ce premier live histoire et immédiatement je laisse notre cher ami Marvin se présenter à vous. Succinctement Marvin, donc toi qui vas nous parler justement de l'Empire romain sous Trajan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et quelle est justement la légitimité que tu as par rapport à cette présentation? Eh bien, le bonjour à tout le monde. Alors attends, je vais juste m'assurer de baisser la musique. Excuse-moi. Et puis, salut. Je baisse un petit peu la musique parce que je crois que ton micro est un petit peu faible et je vais le réaugmenter. Ah, je suis déjà au maximum, si tu peux éventuellement te rehausser. Je suis désolé. Hein. Wesh, c'est mieux là. C'est mieux. donc, la voix de Marvin est faible, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est effectivement ce qu'on m'a dit. C'est beau parce que d'habitude on me dit l'inverse. Ok, de toute façon je vais rehausser comme ça. Est-ce que là c'est un peu mieux? Non. Vas-y, on peut pas faire mieux là tout de suite. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Voilà, c'est ça, tu peux parler plus fort. Voilà, on va faire ça. C'est ça. Va être plus simple, je pense. C'est exactement ça. Comme je disais, bonjour CJ, bonjour le chat. Alors pour faire rapidement en quoi j'aurai de la légitimité, tout simplement car j'ai derrière moi une licence d'histoire et un master d'histoire. Tout simplement, Marvin Cri. Ouais, peut-être pas quand même. Tout simplement, depuis des années, on se connaît, hein, CJ, moi et toi, et puis t'es venu me voir du coup, parce que ça faisait longtemps que tu voulais faire des vidéos d'histoire, on avait déjà fait des streams ensemble sur des jeux d'histoire, et puis écoute, avec plaisir pour moi de travailler avec toi, et puis si je suis à côté de ça, dans ma vie privée, professeur d'histoire quand même, ça donne un peu de légitimité quand même. Enfin, du moins de m'y connaître un minimum, ce fut avec un grand plaisir, du coup, de parler d'histoire avec toi. Et pourquoi Trajan? Pourquoi l'Empire romain? Tout simplement parce que ce sont des sujets que je maîtrise beaucoup mieux, que tu apprécies beaucoup, qu'on apprécie tous les deux. Hein. On s'est connus sur Total War Rome 2, hein, voilà. Et donc voilà, et puis tout simplement parce que l'administration de l'Empire romain, pour mes concours, entre autres, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc on s'est dit qu'on allait travailler sur le sujet de Trajan. Tout à fait. Alors même pour commencer. Même pour être un petit peu complet par rapport à ça, l'idée sera que une fois qu'on aura fini de traiter des grands personnages, on pourra revenir sur des thématiques qui auront été abordées et sur lesquelles les gens auraient pu poser des questions. D'ailleurs pour YouTube, vos questions comptent aussi, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Maintenant, écoute, le PowerPoint est sous mes yeux et sous les yeux de tout le monde. On peut déclencher la première partie, je propose. Eh écoute, c'était avec un grand plaisir. Donc, on a décidé de travailler sur Trajan parce que c'est un empereur romain que tout le monde connaît et qu'en même temps personne ne connaît. Je m'explique. C'est l'un des empereurs les plus connus de l'Empire romain pour ses conquêtes, parfois pour son administration, mais il est assez mal connu pour son règne en soi. Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup connaissent la colonne de Trajan à Rome, qui est l'une des ruines encore bien présentes sur le forum romain aujourd'hui. Mais même s'il ne reste pas grand chose malheureusement à Rome en termes de ruines, et c'est bien dommage. Mais c'est un règne très intéressant et surtout un peu important pour l'Empire romain, car on considère, beaucoup d'historiens et même les Romains en eux-mêmes, considèrent Trajan comme un modèle, comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur empereur romain que l'Empire a connu. Pour parler donc de Trajan de manière un peu mieux, il faut quand même expliquer comment fonctionne l'Empire romain. D'accord, tu n'oublies pas comment on en est arrivé à l'Empire. Ouais, n'oublie pas de me dire juste, excuse-moi de te couper, hein, quand il faut que je change de page. Là, je suis toujours sur la page de couverture. Oui, bien sûr. J'y ai pensé, ne t'inquiète pas. Donc pour comprendre comment se déroule le règne de Trajan, dans quel contexte il a lieu et d'une manière générale l'Empire, il faut revenir un peu en arrière, il faut revenir à la fondation de l'Empire romain. Alors fondation, c'est un grand mot parce qu'il n'y a pas de fondation de l'Empire romain. Si je veux faire une comparaison, Napoléon, quand il met en place l'Empire français, il y a une date, il y a un sacre, hein, il est sacré le 2 décembre 1804, l'Empire romain c'est pas le cas, il n'y a pas de sacre, il n'y a pas un décret qui dit bonjour, à partir de maintenant c'est plus la République, c'est l'Empire, ça marche pas comme ça. Alors, pour revenir un peu en arrière, là tu peux passer du coup à la prochaine diapo. Ce qui est marrant parce que c'est un peu comme la chute de l'Empire. Il n'y a pas eu de... La chute de l'Empire c'est pareil, il n'y a pas eu de... Bonjour, l'Empire est tombé quoi. Exactement, ça c'est parler de chute de l'Empire romain, c'est aujourd'hui faux dans l'historiographie. Donc il faut revenir un peu en arrière au temps d'Auguste. Pour faire un rapide rappel, pour ceux qui nous écoutent,
La République romaine est caractérisée à la fin de sa vie par des guerres civiles, mais en boucle, tout le temps, encore et encore et encore et encore et encore, ce qui va donner une grande lassitude au peuple romain en soi. Donc c'est lié à plusieurs choses, hein. C'est lié à l'empire qui s'est agrandi très très vite. Hein, on peut penser aux guerres puniques contre Carthage, mais à partir du moment où Rome a unifié l'Italie, elle a mis beaucoup de temps à unifier l'Italie, mais à partir du moment où elle a unifié l'Italie, on l'arrête plus. Hein, c'est une Ferrari, c'est terrible. Hein. Elle annexe tout ce qui lui passe devant les yeux. La Grèce, l'Afrique, l'Espagne, la Gaule avec Jules César. Hein. Regardez sur la carte de gauche la taille du morceau quand même, hein, que fait Jules César. Et les conquêtes s'enchaînent en fait pour l'Empire romain qui contrôle très rapidement toute la Méditerranée. Ça a posé plusieurs problèmes. Déjà, c'est que la classe moyenne s'écroule à la fin de la République, c'est-à-dire que soit on est riche, soit on est pauvre. Moyen, ça n'existe presque plus en fait. Et Rome explose en population à cette même période. Et également, les généraux romains qui font des conquêtes plus grandes les unes que les autres, comme Jules César, en réalité, les légions, oui, exactement comme on dit dans le chat, en 200 ans, ils vont conquérir les 3/4 de la Méditerranée. Mais alors, du coup... Ce qui est énorme. Et coup, les légions... Oui. Tu parlais de problèmes qui étaient... Qu'est-ce qui va faire effectivement exploser cette classe moyenne et surtout quels sont les problèmes inhérents à la disparition de la classe moyenne alors, chez les Romains? La disparition de la classe moyenne a lieu, en fait, très bonne question, soit que tu poses, c'est que vu qu'on fait tout le temps la guerre, c'est beaucoup la classe moyenne qui va à la guerre. Et les petits propriétaires paysans, et on en parle déjà certains dans le chat, le clientélisme, qui partent à la guerre, et pendant qu'ils sont à la guerre, les grands nobles, en fait, les grands bourgeois, les grandes richesses romaines, vont en fait s'accaparer les terres, ce qui fait que quand ils reviennent, ils ont plus de terres. Donc, et il y a un grand exil vers les villes, notamment Rome, hein, la population va atteindre 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, presque le million, en l'espace d'un siècle. D'accord. Pour vous donner une idée, et je termine sur cette phrase, Paris, qui est l'une des plus grandes villes de l'Occident, elle atteint le million d'habitants au 19e siècle, avec l'ère industrielle. C'est monstrueux pour l'époque. Donc en gros, en l'espace de 100 ans, il y a littéralement une explosion par 10 de la population dans la seule ville de Rome. Alors peut-être pas par 10 parce qu'elle a déjà quand même plusieurs centaines de milliers d'habitants. D'accord, donc elle est genre à 200 000, mais elle passe à 1 million, quoi. Elle prend 800 000 ou 700 000 personnes dans la gueule, quoi. Elle prend un bon 500 000 dans la gueule, en tout cas, donc en l'espace de 200 ans. Ça double de population en l'espace de 100 ans. C'est ça. Ce qui fait que c'est absolument pas prévu pour, et qu'on connaît effectivement la promiscuité. Enfin, c'était pour rappel, à l'époque, les appartements, tu rentres par une échelle, tu passes par la chambre de ton voisin, la chambre de ton deuxième voisin, tu dis coucou pendant que c'est en train de s'éclater. Et les insulaires. Les insulaires, incroyable. Hein, c'est... Exactement. Mais après, faut pas imaginer non plus la Rome de l'époque comme la Rome impériale qu'on connaît en termes de taille. La Rome de la fin de la République, c'est pas encore la Rome que l'on connaît sous l'Empire. Elle est très grande déjà, mais il va largement grandir encore. Oui, parce que notamment il y aura l'incendie qui est soi-disant celui provoqué par Néron, mais bon, on va pas s'étendre sur le sujet, on reviendra très certainement sur Néron dans un autre truc. C'est ça, on reviendra sur Néron. Voilà. Mais alors pas tellement, parce que c'est beaucoup le centre de Rome en fait qui brûle à ce moment-là. Au niveau du forum, ça va poser d'autres problèmes sur lesquels je reviendrai après. Okay. Bref, l'Empire, et ce deuxième problème, c'est que les généraux, depuis les réformes de Marius, alors pour expliquer rapidement, les légions romaines vont devenir professionnelles sous Marius autour de l'an 100 à peu près. C'est lui en fait, Marius, qui pour lutter contre différents problèmes que les Romains à ce moment-là décide d'équiper lui, grâce à sa grande richesse, les soldats romains tout simplement, de leur donner un meilleur matériel. En fait, l'armée romaine va devenir tout doucement professionnelle. Le problème, c'est que les soldats vont être plus fidèles à leurs généraux qu'à la République. Ce qui va entraîner toutes sortes de guerres civiles. C'est... Comment ? Parce que c'est eux qui les arment et qui les payent. C'est ça, et tout simplement parce que également les généraux les emmènent dans des conquêtes incroyables. On peut citer Marius justement, il va y avoir Sylla, Jules César, Pompée. Rien qu'avec Jules César, en quelques années, ils vont conquérir la Gaule. Les Gaulois qui ont une réputation terrible à Rome depuis des centaines d'années, parce que Rome avait été mise à sec par des Gaulois il y a bien longtemps. Par Brennus, qui d'ailleurs est jouable, tout comme son opposant principal Marius Furius Camillus, dans le DLC de Rome 2 Total War, Rise of the Republic. C'est cela, c'est les événements là justement. C'est pas Marius qui... pardon, c'est Camillus, j'ai mal entendu. Marius Donc Furius bref, Camillus. la République, à la fin, Marcus. est très instable. Il y a guerre civile sur guerre civile, là, on peut penser à Jules César qui franchit le Rubicon, etc. Alors Jules César, que je casse un mythe, qui est encore très tenace, n'a jamais été empereur romain. Dictateur, mais ça c'est un titre militaire, comme général. Ceux qui auront la référence,
Voilà. Euh, alors oui, il faut relativiser les réformes de Marius. Après, je fais extrêmement simple pour ceux qui me suivent, parce que c'est pas le sujet principal, mais ça peut vous donner un peu de contexte. Mais on pourra y revenir sur les Il n'y a pas réformes. de vraie réforme de Marius, comme on dit dans le chat. Il n'y a pas un décret qui dit bon, on va réformer l'Empire romain, mais il lance une tendance en fait dans l'armée romaine qui va être collée à lui dans l'historiographie, mais c'est lui qui lance cette tendance. Bref, la République est instable, guerre civile sur guerre civile, et au milieu de tout ça, il y a le personnage qui va nous intéresser, c'est Octave. Alors Octave, qui est neveu de Jules César, qui est très jeune à ce moment-là et qui a connu que la guerre civile depuis qu'il est né, hein. Même Jules César dans sa jeunesse a connu aussi la guerre civile. Dictateur, c'est... Comment dire? Parce que je vois qu'il y en a qui le disent. Ce que je propose, parce que là, la notion de dictateur en soi... Ouais, non, si, vas-y, ça fait partie de ce que tu étais en train d'expliquer. La notion de dictateur, en fait, c'est un titre du Sénat que le Sénat donne en mesure exceptionnelle, effectivement. Mais ça donne beaucoup de prérogatives, surtout militaires, à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est lié. Après, c'était une référence à Confession d'Histoire, en fait, la blague, c'est pour ça que j'ai dit ça. J'avais pas eu la référence, c'est pas grave. Oui, ils en parlent justement à ce moment-là. Bref. Juste, est-ce que tu pourrais, parce qu'on a deux cartes devant nous, est-ce que tu pourrais juste préciser la différence entre les deux cartes, ou alors tu vas y venir? Ben, je vais y venir justement, parce que c'est au niveau d'Octave / Auguste qu'on va en parler. Okay. Octave, après l'assassinat de Jules César, est le principal... Ah bah c'est pas grave si tu regardes pas. Est le principal héritier de Jules César, au grand dam de Marc-Antoine, qui était l'un des grands généraux de Jules César, et va connaître une dernière guerre civile, la République à ce moment-là, principalement entre les assassins de Jules César, mais surtout plus tard entre Octave et Marc-Antoine, qui se retrouve finalement en Égypte avec la reine Cléopâtre que tout le monde connaît. Une dernière guerre civile, concrètement, je vais passer les détails dessus. Octave gagne. Et la République se retrouve réunifiée derrière lui. Et c'est là qu'Octave va être très très malin en fait, c'est que ce dernier ne va tout doucement en fait récupérer les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'il fait l'unanimité. Il est aimé du peuple, il est aimé du Sénat à ce moment-là, qui déteste largement plus Marc-Antoine que lui. Parce que Marc-Antoine était un peu un russe en soi. C'était un très bon général, c'était un soldat, c'est pas un politique. Et Octave est un fin politique. Là où Marc-Antoine c'est plus un militaire. Et surtout Octave est très bien entouré. Dont l'un, par exemple Agrippa, qui commande les légions d'Octave et qui est son second dans les grandes lignes. Et Octave étant un fin politique va récupérer un peu tous les pouvoirs autour de lui. Et en fait l'Empire romain se base là-dessus. C'est pas un titre que l'on a, c'est pas on est empereur bisous, on a plein pouvoir, c'est une succession de titres, une succession de magistratures qu'Octave va concentrer à l'intérieur de lui en fait. Ça va être le pouvoir militaire, ça va être le pouvoir civil, ça va être le pouvoir religieux aussi. Par exemple en étant grand pontife, c'est au sommet de la religion romaine. Et c'est comme ça en fait qu'il va obtenir les pleins pouvoirs. Alors Octave est extrêmement malin, j'arrête pas de le dire, mais s'il y a une date qu'on peut retenir pour la naissance de l'Empire romain, en fait c'est 27 avant Jésus-Christ. Pourquoi 27 avant Jésus-Christ? Parce qu'Octave va faire un mouvement de génie qu'il avait planifié à l'avance. C'est qu'il va aller voir le Sénat, il dit bon j'ai bien bossé, je rends mes pouvoirs. Et le Sénat lui dit reste, s'il te plaît reste, tellement tu es merveilleux. Et Octave fait oh, bah parce que vous insistez, je veux bien. Et en fait, il récupère à ce moment-là complètement les pleins pouvoirs du Sénat qui lui donne tout, littéralement les clés de l'Empire en mode tiens, prends. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je sais que ça te fait rire, mais c'est littéralement ce qui se passe. Et à ce moment-là, en fait, Octave récupère tous les pouvoirs. Faudra juste attendre le dernier pouvoir qui lui manque, c'est le religieux, qui était tenu par Lépide, qui est l'un des grands personnages à ce moment-là. Et qu'en fait, à la mort de Lépide, de mort naturelle, bah, Octave récupère tout simplement son poste au sommet de la religion romaine. L'épide de mort naturelle, sous plein cagnard, en Espagne et en Afrique. Il est vieux, hein, l'épide. Ouais, voilà, ça aide pas trop les problèmes vasculaires de te retrouver en plein cagnard par 40 à 50 degrés, quoi. C'est ça. Non, mais il est vieux, il a bien vécu, l'épide. À un moment des dernières guerres civiles, il est déjà plus tout jeune. Bah oui, il a plutôt bien vécu. Oui, c'est un ami de César à la base, l'épide. Oui, l'épide est un ami de César, hein, donc bon, en 27... il est vraiment juste là pour cimenter... tout jeune. En fait, il est juste là pour cimenter et faire le triumvirat, quoi.
Alors, on va pas Bref. revenir sur, sur les réformes qui sont attribuées à Marius. On y reviendra dans, Oui, dans un j'ai fait futur dans le live. rapide. Hein. Le live traite de Trajan. S'il y a des inexactitudes, vous pouvez bien évidemment apporter des choses sur YouTube ou dans N'hésitez les pas à donner commentaires. des On ne va pas les, détails. on ne va pas les reprendre ici, mais effectivement, on a bien saisi, et donc ce sera très certainement le sujet d'un futur live histoire Oui, pour l'armée traiter romaine. l'armée romaine et son évolution. Voilà, tout Qui simplement. va connaître de nombreuses évolutions. Hein. On a dans l'imaginaire collectif, on a les bonnes légions romaines dignes d'Astérix. Hein. Vraiment, dans l'imaginaire collectif, c'est ça. L'armée romaine, elle a énormément évolué au fil du temps, même au fil de l'Empire romain. Ouais. Mais c'est bien plus tard. Donc, Octave, en fait, va devenir le princeps. Donc, si tu veux plus ou moins dire le prince du Sénat, en fait. Et c'est d'ailleurs, les historiens vont baptiser le régime d'Octave, qui obtient le titre même d'Auguste, et c'est comme ça qu'on l'appelle ensuite. Le Principat, en fait, en référence à ça. Donc c'est le Principat, on peut l'appeler comme ça, le régime impérial. Et qui, en fait, tout simplement, tous les pouvoirs concentrés au sein d'un seul homme. Il y a toujours néanmoins des élections pour les sénateurs, pour les magistratures plus petites de la ville, ce qui donne une apparence républicaine au régime, qui va être présente quand même pendant bien 2 bons siècles. Hein. Elle est très importante, cette apparence républicaine, pendant un long moment. Mais le régime est autocratique, hein, concrètement, l'empereur a les pleins pouvoirs. Donc voilà, donc il va y avoir plusieurs réformes sous Octave, et les 2 cartes que j'ai ici, en fait, c'est celle de gauche, c'est à ça que ressemble la République romaine à la mort de Jules César. D'accord. Donc sachant que ce qui est colorié en jaune, en fait, c'est les États fantoches vassaux de Rome. Oui, donc vous pouvez voir qu'à ce moment-là, Rome domine la Méditerranée. Octave, lui, va vouloir affiner le tout, en fixant la frontière sur le Danube, et pas sur le Rhin, mais sur l'Elbe au début, qui passe au niveau de l'Allemagne. Sauf qu'il va se prendre une terrible défaite, qui est assez connue, qui est la bataille de Teutobourg. C'est pas lui personnellement qui commande à ce moment-là, mais il envoie plusieurs généraux. Il envoie d'abord Drusus, qui va être remplacé par Tibère ensuite, futur empereur d'ailleurs, qui ensuite sera remplacé par Varus. Alors, au début, ça se passe même bien, on crée même des provinces romaines, ça va jusqu'à l'Elbe, mais il va y avoir la révolte, la bataille de Teutobourg, où Rome perd 3 légions, ce qui est énorme, et on préfère fixer la frontière finalement sur le Rhin à ce moment-là. Et Octave va annexer beaucoup d'états clients, donc ça c'est la deuxième carte que tu as là, c'est l'Empire romain, la mort d'Auguste, Octave, on peut dire les deux. Donc vous pouvez voir qu'il a beaucoup annexé l'Égypte même, hein, qui a été annexée suite à la guerre civile contre Marc-Antoine et Cléopâtre, qui est une province à part quand même, qui appartient directement à l'empereur. Alors, je peaufine un peu ça, c'est-à-dire que, pour faire simple, c'est que Octave a divisé l'Empire en provinces sénatoriales et impériales. Les provinces sénatoriales sont des provinces pacifiées, où il n'y a pas de problème. Ça va être en Espagne, ça va être dans le sud de la Gaule, par exemple. Donc c'est des sénateurs qu'on va les gouverner. Les provinces impériales dépendent de l'empereur. C'est lui qui choisit les gouverneurs, et c'est souvent là où on trouve les légions aussi. Les légions ne sont pas des provinces sénatoriales, histoire que l'empereur a le commandement militaire. Sauf l'Égypte, qui est vraiment une province personnelle de l'empereur. Bon, il nomme un gouverneur aussi, mais là, ça ne changera pas. Alors, les provinces impériales, c'est souvent le long des frontières, en général. T'as parlé de Tibère, qui allait en Germanie. Est-ce qu'il n'était pas accompagné d'un certain Germanicus? Alors, Germanicus, c'est son fils. Alors, oui, non, alors, en fait, c'est pas vrai. Alors, ouais, si, Germanicus, c'est son fils adoptif qui sera. Je fais cette petite aparté parce que Germanicus, c'était l'un de mes persos principaux sur Total War Arena. Et j'ai découvert ce personnage grâce à ça, et je trouve que son lore est incroyable. Enfin, son histoire est incroyable, ce personnage a vraiment existé, donc c'est très cool. Et en fait, son cognomen lui vient pas de ce qu'il a fait en Germanie, lui, alors qu'il a quand même fait un truc de malade. Mais ça vient de son père, qui était déjà connu à l'époque pour avoir mené une campagne justement réussie. Drusus, par contre, le premier dont j'ai parlé, c'est bien le fils de Tibère, par contre. D'accord. Fils direct, voilà. Donc, mais c'est vrai, extrêmement drôle qu'un homme qui s'appelle Germanicus va ensuite aller faire la guerre en Germanie. Moi, ça m'a toujours fait beaucoup rire, et il ne faut pas déterrer les morts si j'y... Mais moi, j'ai accepté son deuil. Enfin, j'ai fait le deuil d'Arena, c'est pour ça que je peux en parler. Donc voilà. Ouais, je sais, c'est long sur le bref. Est-ce qu'on va faire la slide, du coup? Alors, tu peux changer de slide, on y arrive. Alors, la succession impériale, très rapidement, arrive en jeu, même si c'est pas vraiment un problème.
il y a l'idée, Auguste arrive à faire rentrer l'idée assez facilement, soit de choisir son successeur. Il veut rendre pérenne son régime assez rapidement, et pour ça, eh bien, il faut bien un successeur. Alors, il va y en avoir plusieurs, sauf qu'en fait, Auguste, c'est un peu Louis XIV. C'est-à-dire que tous ceux qui devaient hériter vont mourir avant lui. Un peu problématique. C'est comme Louis XIV où son fils meurt, il est en mode bon, bah, qui va hériter du trône à la fin. Auguste, il a un peu le même problème. C'est-à-dire que au début, il pense à Marcellus, qui meurt. Bon, ensuite, il pense à Agrippa. Alors Agrippa, j'en ai parlé plus tôt, est personnage très important du régime, c'est un peu son bras droit, et c'est même prévu d'ailleurs que s'il devait arriver quelque chose à l'empereur, c'est lui qui doit avoir les pouvoirs. À un moment, Auguste est très malade, il y a un épisode, et il donne à Agrippa justement son sceau qu'il a sur le doigt pour les documents impériaux, il le met à Agrippa. C'est ballot, Agrippa, il meurt aussi. Mais Agrippa a deux fils, qui s'appellent Lucius et Caius, je crois. C'est ballot, il meurt aussi. Bon, à un moment, il n'y a plus d'idées, donc Agrippa, c'est vraiment le fidèle de Auguste. Au final, c'est Tibère quand même qui est choisi un peu à la fin parce qu'un peu tout le monde est mort. Parce qu'il faut bien quelqu'un, et c'est Tibère qui arrive au pouvoir, et tu n'as pas mis la prochaine slide d'ailleurs, je t'ai dit de mettre la prochaine slide. Ah pardon, excuse-moi. Il faut mettre la prochaine slide. La nouvelle slide. J'en ai besoin. Bon. Voilà, regarde, c'est Auguste et il montre... la nouvelle slide, voilà. Je réglais un problème en interne. Auguste, il arrive et fait, vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait, c'est beau. Donc Auguste qui règne du coup de moins 27 à 14 après Jésus-Christ. Pour ça, j'avais dit la date de moins 27, c'est un peu le début de règne, hein, digne de ce nom de l'Empire, même si bon, il n'y a pas de date officielle. Et arrive du coup Tibère au pouvoir avec ce qu'on appelle la première dynastie, si c'est un grand mot, mais l'idée est là, des Julio-Clédiens qui va régner de 14 à 68. Donc on a d'abord Tibère qui est dans les grandes lignes au début apprécié parce que il reste dans le système mis par Octave / Auguste, je vais l'appeler Auguste à partir de maintenant. Sans trop de problèmes, il le suit, tout va bien. Même si en vrai, à la fin, il n'y a plus grand monde qui l'aime en fait. C'est un peu problématique parce qu'il est un peu autoritaire sur les bords, sur certains points. Plusieurs choses qui font que ça va pas. Donc, mais à la fin de son règne, il est pas très aimé. Il meurt en 37 et c'est son fils Caligula donc, qui arrive au pouvoir. Et Caligula, en vrai, ça part super bien. Il règne très bien, il écoute les gens, il parle avec le Sénat, toujours. Sauf qu'au bout de 6 mois, il a un accident et après, il est un peu fou. Ça commence bien, cette histoire. Et Caligula, bah, après, il n'est pas resté dans l'histoire comme étant un grand empereur, du moins, pas très populaire. Donc Caligula, au bout d'un moment, tout le monde en a un peu marre. Et il se fait assassiner au palais impérial par les prétoriens. Alors les prétoriens, ça a été mis en place par Auguste, c'est la garde personnelle de l'empereur et de la cité de Rome. Ce sont les seuls qui ont le droit de stationner dans Rome, les soldats romains, donc les soldats, les légions n'ont pas le droit d'être dans l'enceinte de Rome, et même en Italie normalement, sauf exception. Ce qui fait que ce sont les seuls qui ont le droit, et tout le monde en a marre, le Sénat, les prétoriens, donc ils finissent par assassiner Caligula en 41. Et on pourrait penser qu'après un Tibère pas terrible sur les bords, même s'il tient la route mais il est pas très populaire à la fin. Un Caligula vraiment pas terrible, on pourrait penser que le régime impérial pourrait s'écrouler en fait à ce moment-là, mais pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que la République prospère, arrivé en 41 après Jésus-Christ, il y a personne qui l'a connu. Il y a plus personne qui l'a connu à ce moment-là, la République. À part des personnes très très vieilles, et encore tout ce qu'elles se souviennent c'est de la guerre civile. Ce qui fait que la République, en fait, elle est passée sous le tapis assez facilement, et l'idée de l'empereur, enfin du moins du princeps, hein, le prince du Sénat, celui qui est un peu au-dessus, elle est très bien intégrée, ce qui fait que le régime n'est pas remis en cause. Bon, le problème c'est qu'il nous faut un nouvel empereur, et en fait, on va désigner Claude, en fait, qui était caché au moment de l'assassinat de Caligula, qui est un membre de la famille impériale, qui était caché derrière un rideau, les prétoriens vont le trouver, vont faire bonjour, vous êtes qui? Moi je suis Claude. Ah oui, vous êtes le cousin un peu bête là? Ouais, bon alors on vous engage. Parce que Claude en fait, physiquement il zozotait un peu, etc. Il était pas. C'était un peu le membre de la famille impériale qu'on voulait pas voir. Il est là, mais
on en a un peu honte, mais bon, il est membre de la famille impériale, donc bon. Et il s'avère que Claude va dépasser toutes les espérances, c'est qu'il est un très bon administrateur, efficace. C'est à lui qu'on doit la conquête de... Oui, descendant de Germanicus aussi. C'est à lui qu'on doit la conquête, pas directement par lui, mais de la Grande-Bretagne, ce qui fait que... Enfin, de la Grande-Bretagne. C'est violent, ces règnes très courts. Oui, c'est des règnes... l'Empire romain, et encore, là, on est dans la partie prospère de l'Empire romain. Tu sais quand tu On va voir plus tard. Tu sais quand tu finis assassiné devant ton successeur qui se planque derrière un rideau, oui, c'est violent. T'arrives, tu fais... Faut que je sois bon, sinon je finis pareil. Oui, monsieur. D'accord, bah on va être efficace, hein, on va éviter de faire n'importe quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait derrière le rideau? Pourquoi on est là? Mais on s'est pissé dessus. J'étais là, j'étais dans le palais, bon ben... Donc ça c'est Claude, hein. Claude, littéralement, Caligula se fait péter par la garde prétorienne. Ça c'est bon, allez... Ça se tente, hein. Bon, on le met encore, et encore, c'est pas la crise du 3e siècle. Alors, c'est les crises du 3e siècle maintenant, dit dans l'historiographie. Mais alors oui, on va en parler, je pense, plus tard, je pense, si ça vous plaît comme concept, et je pense même qu'il faudra 2 streams, honnêtement, vu la crise du 3e siècle. Ouais, c'est des thèmes. De toute façon, ça fait partie des thématiques en soi. C'est des thématiques. Ça fait partie des thématiques qu'on aimerait travailler, effectivement. En fait, donc c'est assez sportif. Hein. Ouais, pour bien resituer les choses, en fait, on tournera toujours les lives d'habitude autour des personnages qui ont régné de tel truc à tel truc pour vraiment avoir une sorte de frise chronologique, mais ce genre de thématique, donc par exemple les crises du 3e siècle, la période des 4 empereurs aussi, c'est quelque chose qu'on va traiter de manière thématique. C'est-à-dire qu'il y a les personnages, ce qu'ils vont apporter, et il y a forcément aussi le contexte autour qui peut être aussi intéressant. Par exemple, entre parler de Sparte, entre parler d'Athènes, l'Athènes de Périclès, et la guerre du Péloponnèse, il y a une différence. Voilà. Après, il y a la crise du 3e siècle, je pense pas qu'on pourra peut-être s'attarder sur un seul personnage. Peut-être par Constantin, éventuellement, forcément à la fin. Par contre, l'année des 4 empereurs les 4 empereurs que tu viens de mettre là, il n'y a pas grand-chose à dire. Non mais oui, il fait pas... Mais... Alors François, il est pas en train de faire des reproches ou quoi que ce soit. Je vous rappelle que ce live, en gros, si vous avez des fois des choses qui vont rester assez vagues, c'est parce qu'on retraitera les thématiques. Là, on est vraiment ici pour parler de la période de Trajan, le pré-Trajan, le pendant-Trajan et le post-Trajan. Voilà. Et même le post-Trajan, en fait, ça vous teasera plutôt le prochain live. C'est ça. Aurélien, oui, c'est partie des personnages importants également de des crises du 3e siècle. Bon, revenir à nos moutons. Claude, en vrai, a plutôt un bon règne. Donc la conquête de la Bretagne qui commence sous lui, bon, ils vont pas conquérir toute l'île britannique, les Romains, mais c'est quand même une belle conquête en soi, donc il peut être assez fier. Et son règne est plutôt bon. Le seul problème, c'est Agrippine. Alors Agrippine, j'arrive, c'est la maman de Néron. Ah putain, la maman alors, toxique. Agrippine, non, la maman toxique. Disons qu'elle est proche de ce cher Claude, qu'elle est sur des beaux mots à l'oreille, elle lui dit « Mais ton fils Britannicus, il est sympa, mais tu penses sur Néron, l'héritier de mon fils à moi, franchement, il est vachement bien !» Et en fait, elle va réussir à faire en sorte que c'est Néron qui devient l'héritier, aux grandes dames du vrai fils. Les matrones romaines comme jamais. Mais les femmes de la dynastie impériale sont très très puissantes en réalité dans l'Empire romain, ça pourrait éventuellement faire l'objet d'un live. Mais les femmes sont très importantes dans l'Empire romain, mais jusqu'au bout. Hein. J'ai des dingueries à l'époque d'Attila sur les femmes de la famille impériale. Hein. Ce qui peut d'ailleurs tout de même expliquer aussi pourquoi à un moment la mise, l'arrivée de la mise sous tutelle, la mise sous politique de la religion chrétienne va permettre d'un petit peu limiter le pouvoir des femmes, ou du moins tenter de mettre des trucs en mode oui bon voilà, et encore ça limitera pas, ça va rien limiter du tout, voilà, ça va rien limiter du tout. Pour faire une petite digression, au début du règne de Théodose II, si pas de conneries, à Constantinople, le mec il reste dans son palais et c'est sa sœur qui gouverne. Et elles sont super pieuses. Je parlais peut-être plutôt du côté de la religion catholique, du coup, aussi, plus que du côté... D'accord, alors du coup, on va parler de celle qui a offert sa bague à Attila. Tu veux pas m'épouser? Oui. Ah, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes. Vraiment, ceux qui disent que là-dessus, qui disent sous l'Empire romain, c'est une société assez patriarcale, mais... Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses, et beaucoup de grandes femmes qu'on pourrait étudier, qui sont pas assez étudiées. On les étudiera, du coup, avec plaisir.
Avec plaisir. Donc on en arrive à Néron, pour revenir sur Ouais. l'histoire. Et quelqu'un l'a déjà dit dans le chat, Claude finit par assassiné par Agrippine après que Claude ait fait « Ouais, Néron, ça pourrait être mon héritier. » Allez, hop, paf. Et Néron, du coup, arrive au pouvoir, placé là de manière officielle, certes par clause, mais de manière officieuse par sa mère. Et comme certains l'ont dit, Néron lui rendra bien, c'est-à-dire que sa mère veut gouverner pour lui. Hein, je t'ai mis là, mais c'est moi qui commande. Et Néron la fera assassiner parce qu'à un moment il en a marre. Ouais, maman, t'es bien sympa. Et il va essayer à plusieurs reprises. Hein. Il y a des histoires très cocasses. Un Néron qui la met sur un bateau pour tendre le bateau, il coule, mais en fait elle sait nager, donc elle revient à la nage, et donc il fait c'est pas vrai. Donc il y a des histoires. Et Néron, il y a une véritable légende noire autour de lui. Alors, il finit assassiné. Hein. L'assassinat, ça va souvent revenir dans ces streams. Mais il finit assassiné. Mais Néron, en vrai, a plutôt un bon règne dans les grandes lignes au début. Il écoute beaucoup, en fait, ses professeurs, des philosophes. Il parle avec le Sénat. Il discute. Il essaye d'être bon. Le meilleur exemple, en fait, de propagande anti-Néron, c'est le grand incendie de Rome. On dira que c'est lui. Alors ça c'est dû à l'historiographie chrétienne, parce que vu que Néron après il faudra un bouc émissaire, il va dire bah, les nouveaux religieux là, les chrétiens ça me paraît pas mal, il faudra bien un bouc émissaire, mais Néron en réalité n'a pas mis le feu à Rome en train de jouer de la lyre sur les murailles, déjà il était même pas là. Et Néron est revenu en catastrophe à Rome quand il a appris l'incendie qu'il y avait. Il a dirigé lui-même pour éteindre les incendies, et il a même ouvert les jardins de son palais impérial pour accueillir la population de Rome, pour la mettre à l'abri. Donc que Néron ait foutu le feu, bah non du coup. Mais il est clair que Néron a quelques penchants pour le théâtre, entre autres. Il est persuadé d'être superbe, merveilleux, et concrètement à la fin il saoule tout le monde, quoi, surtout le Sénat. Donc c'est pas la légende noire du Néron qu'on connaît. Après, est-ce que c'est le meilleur des empereurs? Loin de là. En fait, sa grosse erreur, et on en avait parlé avant, parlant de l'incendie de Rome, c'est qu'en fait, il va se dire, quitte à ce que le centre de Rome est cramé, venez, on reconstruit tout, mais on fait un immense palais magnifique avec des jardins, des colosses et tout, et c'est la fameuse Domus Aurea. Bon, disons que le problème, c'est que pour ça, il va beaucoup exproprier, surtout les grandes familles romaines qui vont pas très bien le prendre du Sénat. Les fameuses gardes prétoriennes qui sont là pour défendre l'empereur, mais qui finissent par le buter. C'est pas la garde prétorienne là tout court, hein. C'est même le Sénat qui le met hors la loi. Hein. Là, c'est bon, c'est pas les prétoriens, c'est tout le monde fait butez-le, on en a marre. Ça c'est Euh, littéralement, et Néron c'est Bob Lennon qui a perdu son Fanta. Si tu veux. Avant il avait un Fanta qui fait ouais mais c'est pas toi qui décide. Il bute son Fanta et là après il commence à faire des trucs dans son coin. Et t'as tout YouTube qui commence à lui tomber dessus. c'est à peu près ça. Donc, et surtout que, bah, ça fait un peu tâche quand même. Hein. Il y a le centre de Rome, il a cramé, et toi tu te fais un palais à la place. Va chier quoi. Ouais. Surtout C'est les pas grands ça. sénateurs qui font, mais c'était ma baraque qui était là. C'est Néron, il fait, ouais, mais il est beau mon palais. Mais c'est ma baraque, salaud. Oui Mais mais la vraiment, il maison fait un elle est plus immense palais avec belle. un grand. Il se fait un petit lac artificiel même. Néron, il évite les casses au passage, hein, Ah, non, histoire mais que ça va encore moins. non mais je te dis c'est vraiment Bob Lennon, le mec il a fait un décube. C'est ça. Mais le palais, il est magnifique. On a les ruines aujourd'hui sous terre, et vraiment, il y avait des dingueries. Son lac artificiel, Oui. d'ailleurs, le lac artificiel n'existe plus, mais aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le Colisée à la place de ce Oui. lac artificiel. C'est ça. Donc voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit c'est vachement bien, Donc- il y a un lac artificiel, si je fais un colisée au-dessus, je peux faire des nomachis. Ouais, on y reviendra à ça aussi. Donc, Néron finit par assassiner, et là, tout le monde fait. Mais il n'y a plus de membres de la famille impériale des Julio-Claudiens, en fait. Ils sont tous morts. C'est cool, ça. Il a un règne très court, hein. Il meurt pas vieux, il est cinquantenaire. Hein. Il meurt pas vieux, Néron. Donc ils sont en mode, et on met qui maintenant? Et là arrive le fameux 4 empereurs. En fait, il y a un peu tout le monde qui va se foutre sur la gueule pour tenter Oui bah ça se voit de hein. prendre le pouvoir. Ouais, bah ça se voit. Hein. Donc il y a dates Galba, de- puis il y a Othon, puis il y a voilà. Vitellius. Tu vas voir que Othon il règne 6 mois. Hein. Il règne en 69 et Vitellius il règne en 69. Bel effort de Galba qui Et l'année réunira de- lui de 68 à 69. Voilà, Galvaï. Ça s'assassine. Bon, bah, c'est le premier sportif. Et puis c'est Vespasien qui arrive au pouvoir, qui met un peu tout le monde d'accord. Et puis tout le monde en a vite marre, en fait, hein, de la guerre civile. Enfin, bon, et on se met d'accord qui c'est qui commande, etc. Et Vespasien fonde. Ouais, voilà, Othon il met jamais les pieds en Rome. Vous allez voir, Trajan il va mettre 2 ans à mettre les pieds en Rome. On lui dit, t'es empereur, cool, je suis occupé là. Donc, Trajan il va pas mettre les pieds tout de suite à Rome. Donc, mettre les pieds à Rome, c'est très important au début de l'Empire. À la fin, c'est absolument plus important. On lui dit, t'es empereur, il dit, cool. Et tu vas à Rome? Oh, peut-être dans 6 ans.
Vraiment, Rome, ça va devenir une option au fur et à mesure de l'Empire, c'est terrible. Mais au début, ça reste important. Il faut quand même se pointer à Rome que le Sénat confirme. Parce que comme je l'ai dit, la charge d'empereur, c'est pas un titre, c'est une magistrature suprême en fait. Enfin, c'est une succession de magistratures que concrètement on file au mec sans problème. On lui dit tiens, je te donne ça, ça, ça et ça, concrètement. Mais ça reste une magistrature. Et il y a l'idée quand même qu'ont les empereurs romains qu'avant tout ce sont des magistrats suprêmes, mais des magistrats, qu'on doit quand même quelque chose au peuple, au Sénat. C'est quand même très ancré au début. Oui, et puis surtout, en Donc, fait, en gros, il y a l'empereur en pouvoir et il y a aussi le Sénat en second pouvoir. En gros, c'est un équilibre fragile. il n'y a pas que le Sénat en vrai, il y a deux organes et il y en Ouais, a un qui est pas du tout connu. ok. Il y a les sénateurs et il y a les chevaliers en vrai. Ah oui, Parce que le terme chevalier, il est vieux en fait, hein, les ça date pas du équites. Moyen Âge. C'est ça. C'est vrai, il y avait ça. Euh, En vrai, la ville est plutôt en bon état. Je vois quelqu'un qui fait la remarque. Elle a souvent des travaux. On essaie de l'embellir. Hein. Bon, bah, c'est bête, Néron, il a peut-être essayé de trop l'embellir, surtout pour lui. Mais on fait souvent des travaux. Et Rome, bon, d'accord, on peut penser un peu sur certains quartiers, c'est la colline du crack. Mais dans les grandes lignes, ça va. Dans les grandes lignes, elle est plutôt bien. Et les empereurs vont tout le temps essayer de la rendre mieux. En fait, littéralement, c'est Pip My Rome pendant 200 ans, les empereurs. C'est oh là là, faut que je rajoute mes termes et tout. T'as vu, j'ai fait un aqueduc, Mais mais alors le ça, peuple. ça C'est c'est quoi? concrètement. Ça c'est quoi en fait? C'est une sorte de... Enfin, on pourra y revenir peut-être, justement en thématique, les Bah, grands en monuments. fait, Mais c'est quoi? En fait, ils cherchent tous à laisser une trace. C'est un peu comme les en- en- pharaons, par exemple, en Égypte antique, qui ont tous... pas que. D'accord. Il y a un mélange de je veux laisser une trace, parce que quand même, voilà. Mais aussi, c'est qu'en fait, vu que ça reste sur le papier une république, ce qui est important, c'est les citoyens romains qui votent un petit peu quand même pour les magistratures inférieures. Mhm. Et disons qu'un bon morceau des citoyens romains sont quand même à Rome, et en Italie d'une manière générale, et que les grandes familles sont à Rome, donc il faut se les mettre dans la poche quand même, donc il faut quand même entretenir leur chez eux, surtout qu'on les oblige un petit peu à rester à Rome. Hein, les sénateurs doivent rester un minimum à Rome. Par exemple, c'est Auguste qui a réorganisé pas mal le Sénat, qui l'a mis à 600 membres, sachant qu'il faut avoir une certaine fortune en biens terrestres pour être dans l'ordre sénatorial. D'accord. Et sachant que c'est à Trajan, on en reviendra, mais qui met par exemple une réforme, il faut qu'un tiers des possessions des sénateurs soient en Italie. Ah ouais. Pour développer l'Italie, justement. Voilà, il y a quand même... Donc, en fait, l'Italie, et d'une manière générale, Rome, c'est tenir la masse populaire, en fait. Parce que les provinces, Mais du coup, elles ont tendance à suivre la logique de Rome. ça risque Donc, il y a une révolte. ça risque pas quand même de créer un déséquilibre sénatorial, parce que par exemple, si t'as un mec qui veut devenir sénateur, mais qu'il est keblo parce qu'il n'y a plus aucune terre romaine à... Ouais, on est, tu sais, 600 sénateurs pour tout le pays. Enfin, il y a déjà 600 mecs au Sénat, et c'est pas vraiment le problème. Sachant qu'il y a également les chevaliers, hein, j'en reviens, mais en fait, les sénateurs, c'est un peu fermé comme caste, en vrai. Mhm. Et les chevaliers, c'est des magistratures un peu inférieures. Il faut aussi quand même avoir une certaine fortune. En fait, justement, c'est lié de base à l'ordre équestre. C'est la même chose, un ordre équestre chevalier. En fait, c'était ceux qui pouvaient se payer un cheval, hein, tout simplement pour aller à la guerre. C'est de là que c'est né. Et il fallait en moyenne avoir une fortune de 400 000 sesterces, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Pour y être, c'est un bon score, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Par contre... Et ça, c'est une couche qui n'est pas super importante au début de l'Empire, Mhm. parce qu'ils ont les magistratures inférieures, ils sont dans l'armée, et certains ont certaines magistratures supérieures. Souvent, ils ont beaucoup de pouvoir dans l'armée. On notera leur grande efficacité à la guerre. Je sais pas de qui tu parles, si tu parles des empereurs ou des chevaliers. Et les chevaliers vont prendre l'importance au fur et à mesure de l'Empire, surtout à la crise du 3e siècle. Mais on y reviendra du coup peut-être Ouais. dans un autre stream. Et justement, j'allais t'inviter à peut-être revenir sur ce que tu as prévu sur Mhm. le live, parce que on diverge. Mais Mais écoute, il s'agirait pas de finir au lupanar, de base, tu m'avais dit combien de temps tu fais, je t'avais dit 1 heure, tu m'as dit peut-être 2, je crois que Non, 2 on va le faire sans Oui, problème. voilà, c'est ça. Tant mieux, je suis content parce qu'il y a des questions, le chat participe, honnêtement c'est assez agréable à faire, en tout cas de mon point de vue. Donc on a une nouvelle dynastie qui est au pouvoir, les Flaviens, avec Vespasien en tête. Bon, bah, il est pas tout jeune, Vespasien, on va être honnête. Vespasien, il s'est rendu célèbre surtout pour avoir maté des révoltes à Jérusalem, dont une qui fait que le peuple romain, les Romains d'une manière générale, sont détestés. Mais quand je dis détestés, des Juifs. Et ça va poser problème sur Trajan. Oui, on y reviendra. Un petit pillage du temple de Jérusalem qui a lieu à Peut-être cette pas époque, parler de et ça tout surtout de ce suite, qui on va est pas assez original, c'est que c'est une...
On va se faire strike. C'est- Si le live Ouais, le non, mais... coupe. non, mais c'est surtout ce qui fait que ça va particulièrement être humiliant, c'est que les Romains vont ramener tout le trésor de Jérusalem à Rome. Bon, jusque-là, ça se tient. Mais surtout, les Romains vont organiser un triomphe. On n'organise pas de triomphe en général quand on écrase une révolte, donc c'est d'autant plus bizarre, slash humiliant à ce moment-là. Enfin, mais pourquoi ils font un triomphe Les Romains sont en mode, vous avez vu, on a gagné la guerre. Mais c'était une révolte provinciale. Oui, mais on a gagné la guerre. Moi, je dirais que c'est juste que le seul mec qui avait maté une révolte importante qui s'appelait Crassus, il a pas pu vraiment le fêter puisque il s'est fait voler le truc in extremis par Pompée. C'est ça. Et Vespasien donc arrive au pouvoir et très rapidement il amène ses deux fils autour de lui qui sont Titus et Domitien proches du pouvoir, surtout Titus en fait. Ah bah ça va, les deux se Domitien suivent. il est un peu de côté mais voilà parce que Titus il a fait la guerre avec lui du côté de Jérusalem, il est compétent, il pense qu'à se bourrer la gueule et à faire la fête, ça c'est un problème au début. C'est Titus, on lui dit t'es régent entre guillemets, t'es le futur héritier de l'Empire. Titus il fait la teuf H24, tout le monde dit oh là là lui il va être empereur, il va être pire que Néron. Tout le monde voit la connerie arriver, mais Titus met le paquet pour faire la paix avec le Rome, et vraiment il consulte beaucoup le Sénat, et puis il fait beaucoup de travaux publics, la baraque de Néron, allez hop, ça dégage, hein, on va un peu l'enterrer sous terre, et on va raser son lac, et à la place on va faire un truc pour le peuple romain, par le peuple, pour le peuple, le Colisée. C'est pour ça qu'on l'appelle l'amphithéâtre Flavien de son vrai nom, parce que la dynastie des Flaviens. D'accord. Donc ça vient de là, que Titus ne verra pas, qu'il va être inauguré, que Vespasien pardon ne verra pas, et qu'il va être inauguré par Titus. Mais voilà, c'est un grand moment quand Titus Alors oui, organise le Colisée. c'est Donowitz qui te reprend parce Incroyable. Il y a Donowitz qui te reprend parce que, en fait, on a compris, il a fait la paix avec le Rome, mais je suppose que tu voulais dire que Titus fait la paix entre Rome et Jérusalem, enfin, Oui, avec la noblesse romaine, pardon. Mais oui, le Rome, c'est dommage qu'on l'ait pas inventé à ce moment-là. Ça aurait peut-être les... Bref, alors Titus, incroyable mais vrai. Je vous ai dit que c'était un barjot de service façon de parler. Dès qu'on lui dit, ouais, le Hollywood de l'époque, le Colisée, quand on lui dit ton père est mort, t'es l'empereur, le mec il range la bière, il range les fables, il fait maintenant je suis incroyable. Et Titus il est incroyable. Vraiment, Titus c'est le meilleur empereur qu'on ait eu à ce moment-là. Vraiment, il fait des repas sobres, il va voir les gens, adorable, il consulte le Sénat. Et d'ailleurs, Titus il a pas de chance parce qu'il se prend le Vésuve, voilà, la fameuse éruption du Vésuve, c'est sous son règne. Il se prend un incendie à Rome de la même taille que celui de Néron, que bizarrement personne ne connaît parce que lui il n'a pas persécuté de chrétiens, donc c'est pas resté dans l'histoire. Et Titus fait ça super bien. C'est-à-dire qu'il va personnellement au Vésuve, il va personnellement aider pour secourir les gens, il va offrir de l'argent pour reconstruire, il inaugure le Colisée. Quand il y a le grand incendie de Rome, il va personnellement sécuriser les soins, il va parler aux gens, il les porte même pour les aider, il aide les médecins sur place. Le mec, c'est une dinguerie absolue. On me dit, mais c'est le père du peuple. Et c'est souvent comme ça que sont appropriés les empereurs romains. Il y a cette volonté de père de la patrie qu'avait fait Auguste. Alors lui, c'est la définition parfaite. Tout le monde dit, mais il est merveilleux. C'est bête, il meurt 2 ans plus tard. c'est ça, c'est... Ah là là, il est trop bien. Ah bah, il meurt. Et le problème, c'est que son frère, c'est un peu un enfoiré, Domitien. C'est-à-dire que Domitien a tout le temps fait la gueule. Ça alors, il est tout le temps en train de... naturel. Domitien fait tout le temps... Ouais, ben justement, on sait pas exactement de quoi Titus est mort. Il y a des possibilités que Domitien soit pour quelque chose, mais on n'a pas le détail. Oh, c'est terrible. Et le pire, c'est que Domitien fait des complots contre lui. Et Titus, c'est tellement un mec parfait. Il fait, je te pardonne, mon frère. C'est pas grave. Plutôt que tout le Sénat qui lui dit, non mais t'es trop sympa. Il fait, oui mais écoutez, je ne veux pas la guerre dans ma famille. Nous sommes là pour montrer l'exemple, nous sommes la famille impériale. Le mec, c'est considéré comme le meilleur empereur romain depuis Auguste. Tout le monde l'aime, le peuple l'aime, le Sénat l'aime, les armées l'aiment parce qu'il a même fait la guerre. Et puis Domitien, personne ne l'aime, quoi. Et Titus, il est mort. Ouais, le mec fait plus de trucs en 2 ans que les 6 autres. Il est divinisé à sa mort. Domitien propose ça au Sénat pour pas passer pour le roi des enfoirés. Le Sénat il fait mais oui, pas de problème. Non. Faut savoir que les empereurs romains, soit t'as existé, soit t'es divinisé donc t'es merveilleux, soit t'es supprimé de l'histoire. Néron il s'est pris ça, hein, ce qu'on appelle la damnatio memoriae. Mais quand je vous dis supprimer de l'histoire, c'est vous êtes supprimé des archives, vos statues sont détruites. Là on écrit vos noms, on le casse au burin. Vraiment ça existe vraiment la suppression de l'histoire à Rome. Ouais. Voilà, donc, le Damnatio Memoriae, je vous en avais parlé notamment lorsqu'on avait abordé la question de Total War Pharaoh avec Amemnès, qui est quelqu'un qui s'est pris littéralement un Damnatio Memoriae. On a beaucoup de chance d'avoir réussi à retrouver les traces d'Amemnès. Ils effacent tout le monde de partout, tout à fait. Donc il s'est pris une damnation. Et Domitien arrive au pouvoir, tout le monde fait bon bah...
Bon, bah, il est là. Et en vrai, Domitien règne pas trop mal. Le seul problème, c'est qu'il voit des complots partout. Oh bah Ce tiens. qui est gênant. Étonnant, hein. Ah, Après, on étonnant, sait après pas la si c'est mort de lui. Il y, Titus. y a une théorie. Il y a une théorie. Mais il voit des complots partout. Et il va, par exemple, faire la guerre en Dacie. Et là, c'est là que ça prend de l'importance pour notre scénario. Et il perd. Il se fait Voilà, éclater par les Daces. basiquement, en fait, on a un Ah, problème. est-ce que c'est Voilà, lui donc qui se les fait deux... chaudronner? Chaudronné. Bah, il se prend pas de C'est dire. l'or, c'est pas lui qui a inspiré. Ah, là, faut revenir à l'époque républicaine, c'est un certain Ah, Crassus. ah non, alors Crassus, Que il y oh. a l'or fondu dans la bouche, mais je crois que les Daces ont fait la même chose pour un empereur. Attends, Je crois pas, parce que Domitien vit, et puis juste après, Trajan leur casse la gueule à ok, vie, donc... mais il me semble qu'il y a un Dace qui a fait. Enfin, il y a des. Il y a Là, un tout de suite, ça deuxième. me dit rien, Il y je a vais un autre trouver. empereur. Attends, je vais te le trouver, vas-y, continue. Je Bah, vais le trouve-le. trouver. Bref, Domitien, parce que je cherche pas une équipe qui gagne, hein, clairement, assassiné. Non, pardon, Voilà. c'est les Perses avec l'empereur romain Valérien en 260. Excuse-moi. Ah oui, là, c'est beaucoup plus tard, ça. C'est vraiment un truc du Moyen-Orient, visiblement, verser de l'or fondu dans la Oui, bouche des c'est gens. très oriental. Enfin, sauf que là, ils l'ont pas Je sais versé pas dans ce sa qu'ils ont, bouche, ces ils l'ont orientaux, couronné en mais fait c'est... directement. C'est-à-dire que bah, c'est le truc qui est un peu inspiré dans Game of Mhm. Thrones, le moment où l'autre il lui verse C'est ça. l'or fondu. Donc, Domitien finit assassiné parce que... Étonnant, non? Alors, ce serait peut-être le Sénat qui a commandité, on sait pas le détail, etc. Ouais, sans les dorures, je vois de quoi tu parles, Kaiser. Donc, ce serait le Sénat qui aurait peut-être commandité le truc parce qu'il Parce se met que tout le monde à Domitien dos, en casse fait, les couilles. Domitien, et puis tout le monde en a marre. Clairement, on pourrait mettre une tête de mort à côté d'un mec sur deux, hein, depuis tout à l'heure, hein, avec une épée. C'est terrible, hein. Mais ça tient la route en vrai, parce qu'en fait, il y a cette logique que l'empereur, et alors ça va être poussé à l'extrême avec Trajan, comme je t'ai dit, c'est toujours une magistrature et on met le meilleur là, il est pas bon, on l'enlève quoi. Et le problème, c'est que On aurait besoin de il ça n'y en a pas France. de logique. Il y a une volonté de logique dynastique quand même des empereurs de on met le fils, sauf que soit ils ont pas de fils, soit c'est un gros naze, soit il y a souvent un problème. Incommode. Ça va être le gros. Ouais, incommode, mais c'est parce que je t'en ai parlé avant. Mais c'est un très bon exemple. Regardez, Vespasien, Titus, bam, Domitien. Bon, bon, bah voilà quoi. Claude, Néron, bam. Dès qu'il y en a un bon, il y en a souvent un Marc mauvais. derrière. Aurèle, commode. C'est bien Bam. dommage. Allez, hop. C'est ça. Donc, au final, une fois qu'on a buté Domitien, on fait bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est un sénateur qui arrive au pouvoir qui s'appelle Nerva. Le problème, c'est le peuple aime pas trop, l'armée non plus, parce que t'es qui? Et le Sénat non plus, il est en mode bon, on l'a mis lui parce que parce que voilà. Et surtout, Nerva, il est super vieux en fait déjà à ce moment-là. Donc on sait qu'il va pas avoir un règne long, que pour faire un fils c'est un peu tard, pour faire un héritier, donc va falloir trouver quelqu'un à adopter. C'est l'adoption qui est très ancrée chez les Romains, donc c'est pas vraiment un problème. Bon bah on met qui? Et ben là ils hésitent entre deux. Ils hésitent entre un général qui commande en Syrie, qui a beaucoup de troupes, qui est assez connu, ou un autre qui se trouve un peu plus au nord en Germanie, qui s'appelle Trajan, qui est sénateur aussi. Au final, on hésite, et puis Nerva un jour, il fait bon, le problème c'est que si je mets celui en Syrie, il y a moyen que Trajan débarque avec ses légions, parce qu'il commande environ 35 000 hommes, ce qui est pas mal, pour dire, ouais, ben en fait non, on va peut-être prendre celui avec les 35 000 hommes juste à côté. Le sénateur il juste, et puis un jour Nerva il sort, il hurle devant la poupe, j'adopte Trajan. Tout le monde fait bon, bah voilà, bah, il a décidé le jeu. Et on envoie du coup la lettre à Trajan, on lui dit hey, t'as été adopté par Nerva, tu désormais César. Et Trajan il fait cool. Bah je vais continuer à régler le front en Germanie, moi vous m'appelez quand il est Pardonnez-moi, cané. j'ai encore 2-3 moustaches à couper là. Trajan il fait d'accord, ok. Et bah c'est comme ça qu'on arrive à Trajan qui arrive au pouvoir, et du coup tu peux passer à la slide suivante, parce qu'on va s'intéresser un peu au personnage quand même. Très bien. Donc là, on vient de faire toute la partie avant Trajan, on est d'accord. Là, on va passer à C'est sous ça, Trajan. donc on a vu le régime impérial, qui est du coup concrètement une super magistrature, hein, dans les grandes lignes, qu'on peut assassiner sans trop de problème, hein, il est pas plus sacré que ça, le connu. Enfin si quand même, mais bon, on a bien vu qu'il y a souvent des problèmes, mais ça tient en vrai, le système d'Auguste tient, hein, il fonctionne bien, parce qu'il y a eu des bons empereurs dans le tas quand même. Ok. Et ben, Bon voilà, je me permets juste de faire une petite coupure ici pour YouTube, puisque en fais-moi fait, une petite cet coupure. épisode va être rediffusé en plusieurs parties, mais également en full total. Voilà, si vous avez envie de vous enfiler le replay d'un coup d'un seul, vous pouvez le faire tant sur Twitch que sur YouTube, mais sachez qu'il y aura aussi des plus petites parties qui seront ciselées, et donc c'est ici que s'arrête la première partie, à savoir l'Empire romain avant Trajan.